Alors Michel Weckell, je suis né le 26 juin 1958 à Strasbourg. Je suis l'auteur de ce livre « Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler » qui est sorti au mois de mars 2022 aux éditions La Nuée Bleue. J'occupe une fonction de pasteur en Alsace. Je dis que j'occupe une fonction de pasteur parce que j'ai toujours considéré que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas curé. Je suis pasteur quand je suis en situation d'intervenir comme pasteur. Là, aujourd'hui, devant vous, j'interviens non pas en qualité de pasteur, mais en qualité d'auteur. Quand on parle des luthériens alsaciens, pendant cette période du Troisième Reich, il faut préciser que ce dont il est question de mon livre, ce ne sont pas tous les luthériens, ce n'est pas la majorité de la population luthérienne. J'évoque la situation d'une partie du monde luthérien, sans doute une minorité du monde luthérien, mais enfin quand même une minorité significative. Et il y a en l'occurrence une différence extrêmement importante qu'il faut souligner, qui est la différence entre ce qui s'est passé en Alsace et ce qui a pu se passer par exemple en Allemagne. En Allemagne, avec le courant des Deutsche Christen, c'est-à-dire les chrétiens allemands, c'est l'ensemble de l'institution ecclésiale luthérienne allemande qui s'est rangée derrière le national-socialisme. Ici en Alsace, ce n'était pas le cas. La direction de l'Église luthérienne d'Alsace, entre les deux guerres, voyait d'un très mauvais œil l'activisme militant de cette mouvance luthérienne pro-allemande qui a commencé à entretenir des relations avec le parti nazi dès les années 20, dès le milieu des années 25. Nous sommes donc face à une mouvance minoritaire du luthéranisme, certes importante, mais différente de la réalité allemande. Encore une fois, la direction de l'Église protestante alsacienne était plutôt animée par des sentiments francophiles et avait même d'ailleurs à un moment donné interdit aux pasteurs de fréquenter la mouvance luthérienne pro-allemande et pro-nazie. Et pourtant, ce qui est embarrassant, c'est que cette mouvance luthérienne pro-allemande qui a très vite, encore une fois, entretenu des relations avec le parti nazi en Allemagne, ce qui est embarrassant, c'est que cette mouvance luthérienne est composée de gens qui sont, pour la plupart, issus des grandes familles et des grandes dynasties luthériennes alsaciennes. Des dynasties de pasteurs, alors il y avait des pasteurs dans cette mouvance, mais il n'y avait pas que des pasteurs. Il y avait aussi des avocats, comme Hermann Bickler, son associé Peter Biber, il y avait des universitaires, il y avait des médecins qui ont joué un rôle extrêmement actif dans cette mouvance, notamment en termes de recrutement, à partir de 1940, via le Elsässischer Hilfsdienst. Certains cabinets médicaux en Alsace, notamment le cabinet du docteur Hans Hamann, étaient connus pour être un lieu de recrutement de jeunes qui ensuite ont pu s'engager dans la SA, dans la Wehrmacht ou carrément dans la Waffen-SS. Alors en fait, l'autonomisme, est-ce qu'il faut dire l'autonomisme, le régionalisme, le séparatisme? Ces mouvances étaient assez actives en Alsace dans la période de l'entre-deux-guerres. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ma recherche, c'est de découvrir que ce sentiment pro-allemand était déjà présent bien avant cette période et même avant la période du Reichsland, c'est-à-dire l'annexion de l'Alsace au Reich allemand en 1870. En réalité, je montre dans le livre que cette mouvance pro-allemande était animée par une idéologie politico-religieuse, pourrait-on dire, qui consiste à dire que l'Alsace est, par sa nature, par sa culture, une terre allemande et qu'il ne peut pas en être autrement. Certains iront même jusqu'à dire que le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, c'est la volonté de Dieu. Et cette idéologie, elle est présente en Alsace déjà au XIXe siècle, notamment lorsque est fondée à Strasbourg en 1857, en novembre 1857, cette corporation étudiante, qui est la corporation de l'Argentina. On est à une époque où il existait dans le monde étudiant un certain nombre de corporations, certaines étaient confessionnelles, d'autres ne l'étaient pas. La corporation Argentina est fondée à Strasbourg en 1857, et j'ai découvert et je montre
montre que c'est de cette corporation étudiante que sont issus tous ces acteurs qui vont devenir les militants et les figures de proue de ce mouvement pro-allemand qui se compromettra avec le nazisme dès les années 20. C'est ces personnages-là qui prendront des responsabilités dans le dispositif nazi à partir de 1940. Albert Schweitzer ne faisait pas partie de la corporation Argentina quand il était étudiant, il faisait partie d'une autre corporation, la corporation Wilhelmitana. La corporation Wilhelmitana était d'obédience théologique libérale. Libéral, ça veut dire que ces gens-là avaient un regard plus libre sur l'interprétation des textes bibliques, alors que la corporation Argentina était de façon beaucoup plus marquée, une corporation ultra-orthodoxe, voire fondamentaliste. Et Jean-Paul Sorgue, qui est un grand spécialiste d'Albert Schweitzer en Alsace, m'a dit que dès le départ, Albert Schweitzer a pris beaucoup de distance avec la mouvance orthodoxe pro-allemande et que tous ceux qui étaient de près ou de loin favorables à Hitler, il les évitait comme la peste. D'ailleurs, Fritz Spieser, qui avait reconstruit le château de la Hüneburg dans les années 1930, la Hüneburg qui est devenue vraiment le bastion de cette mouvance à partir des années 30, avait essayé de solliciter Albert Schweitzer pour lui demander des contributions pour ses publications et Albert Schweitzer avait refusé de façon assez catégorique. Le cercueil de Karl Roos, qui est cet autonomiste alsacien qui avait été fusillé en 1939 par les Français pour haute trahison, le cercueil de Karl Roos a été amené à la Hüneburg quelques mois plus tard, le 19 juin 1941. Et ce jour-là, la Hüneburg devient le théâtre d'une grande manifestation nazie avec tout le Gotha nazi du pays de Bade, d'Alsace, etc. Les nazis, évidemment, ont eu beau jeu de récupérer la figure de Karl Roos pour en faire un martyr du national-socialisme alsacien. Moi, ce qui m'a le plus frappé, pour ne pas dire le plus choqué dans cette histoire, c'est l'incroyable capacité de déni de tous ces gens. C'est-à-dire, aveuglés qu'ils étaient par leur passion pro-allemande, ils ont fait l'impasse absolue, me semble-t-il, sur les exactions du nazisme, aussi bien en Alsace qu'ailleurs en Europe. Il faut quand même voir que tous ces gens-là continuent de se fréquenter bien après la guerre, jusque dans les années 70, même encore jusque vers le milieu des années 80. Et dans leurs discours et dans leurs écrits, il n'est jamais fait référence aux exactions du nazisme, ni à la Shoah, ni au massacre des Tziganes ou des opposants. C'est comme si ce pan de l'histoire, ils ne le voyaient pas ou ne voulaient pas le voir. Au fond, il y a une seule chose qui les choque véritablement chez Hitler, parce qu'à un moment donné, ils sont quand même très déçus par Hitler. Il y a une chose qui les choque chez Hitler, c'est que Hitler, au fond, se désintéresse assez vite de l'Alsace. À partir du moment où il a confié la nazification de l'Alsace au Gauleiter Wagner, Hitler ne s'intéresse plus beaucoup à l'Alsace. Il n'y vient d'ailleurs qu'une seule fois au début de la guerre, et puis ensuite on ne le revoit jamais. Et il passe finalement pour ces militants de la mouvance luthérienne pour un affreux centraliste. Au fond, ce qu'il lui reproche, c'est d'être finalement un jacobin qui délaisse l'Alsace alors qu'ils avaient fondé en lui l'espérance qu'il rende vraiment la grandeur qu'ils espéraient, la grandeur germanique à cette région. Ce qui est évident, c'est que le monde alsacien, à cette époque-là, est très clivé. Il y a une grande divergence de vues à l'intérieur du monde protestant alsacien entre ceux qui sont pro-allemands et qui font un activisme forcené dans ce sens et ceux qui sont animés par des sentiments plutôt francophiles et qui ne fréquentent pas cette mouvance. Que représente la culture et la spécificité alsacienne pour moi ? Alors moi, je ne suis pas un obsédé des questions identitaires. Voilà, je suis alsacien, je suis né en Alsace, j'ai passé toute ma vie ici, donc je suis évidemment sensible d'abord à l'histoire de notre région. Je me pose beaucoup de questions très personnelles, très subjectives sur mon rapport à l'Alsace. Il y a des choses que j'aime beaucoup en Alsace.
Il y a des choses qui m'agacent. J'ai toujours été agacé. C'est comme ça pour moi. J'ai toujours été agacé par cette façon qu'ont peut-être les Alsaciens de vanter les mérites de leur région. Je suis très agacé par les clichés de l'Alsace, les cigognes, les géraniums, le bretzel. Cette façon aussi parfois qu'ont les Alsaciens un peu de se plaindre de leur histoire ou de se positionner comme des victimes, ce qu'ils ont d'ailleurs été, mais pas que. Et voilà, donc je suis peut-être un peu ambivalent par rapport à cette question de l'identité alsacienne. Moi, je la vois d'abord comme une question de communauté de destin. Je suis très attaché à cette idée de la communauté de destin. C'est-à-dire, je pense qu'en Alsace, nous sommes très différents les uns les autres. Donc moi, je vois les choses plutôt sous l'angle historique et politique, c'est-à-dire naître et vivre en Alsace, qu'on le veuille ou non, c'est faire partie d'une histoire qui a ses spécificités et que moi, je qualifie de communauté de destin. Et moi, c'est cette communauté de destin alsacienne qui m'intéresse, tout en considérant que dans cette communauté de destin, il y a eu les victimes, il y a eu en grande partie aussi tous ceux qui n'ont jamais voulu prendre de responsabilité. Pour parler de la période de l'annexion nazie, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont rentré la tête dans les épaules, qui ont fait profil bas en attendant des jours meilleurs, qui ne se sont pas distingués par un grand courage, mais dans quelle mesure pouvait-on être vraiment courageux à cette époque? Et puis il y a eu les autres, il y a eu ceux qui se sont vraiment compromis avec le régime, et je pense qu'il faut extirper l'Alsace de son complexe de victimisation. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la période qui nous intéresse. Il y a sans doute encore dans les archives beaucoup de cartons avec des documents, avec des éléments qui actuellement n'ont pas été exploités et qui mériteraient de l'être.